Le pari, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on peut faire du journalisme, en l'occurrence de la télé, d'information continue, avec des moyens différents? Et se poser la question, toute bête, de se dire, on fait de la télé aujourd'hui avec des caméras, est-ce qu'on pourrait pas en faire autrement? Et toutes les rédactions, les réactions a été la même, en disant, mais on va pas tourner avec un téléphone portable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme nous vous l'avions annoncé il y a 2 semaines, la famille Aparté s'agrandit et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer cet épisode avec Philippe Couve dans le studio Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Bonjour Élise Colette, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Philippe Antoine pour parler d'innovation en télévision. Bonjour Philippe Antoine. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci Philippe Antoine d'être l'invité d'Aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Philippe Antoine, tu es directeur des rédactions de BFM Région, c'est-à-dire BFM Paris d'abord, créé en 2016, puis BFM Lyon, lancé en septembre dernier, et enfin les 2 petites dernières, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, qui n'ont qu'un mois. Justement, nous allons d'abord écouter un reportage réalisé par BFM La Grande Sœur le jour du lancement de BFM Grand Lille. Demain, à cette heure-ci, vous serez en train de présenter la matinale. Vous êtes présentateur, vous êtes aussi chef d'orchestre. Rémi Brica, ça c'est une référence pour les moins jeunes. Vous me montrez ? Alors c'est le principe du présentateur autonome que Grand Lille TV avait mis en œuvre il y a maintenant plus de 10 ans. Avec BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, on va aller encore plus loin dans les innovations technologiques. Pour vous montrer, ici même, on va parler d'infos, de trafic, de météo, de sport aussi. Par exemple, hier, il y avait l'Enduropal du Touquet. Vous voyez, on a un off de l'enduro. On l'envoie à l'antenne. Voilà. Ça passe tout simplement. Tout seul. Avec un bouton ici. Et c'est à l'antenne, l'Enduropal, Milko Potisek qui remporte la 45e édition. On a aussi du trafic avec la tablette Waze. On va vous montrer. Oui, vous montrez. Alors, c'est un autre gadget. Ben voilà, c'est la tablette Waze pour le trafic en temps réel. On reconnaît la métropole lilloise avec les ralentissements. Tous ces gadgets, je pense que Christophe Delay ne saurait pas faire. Ah ben ça va. On pourra lui apprendre. Et on va. Alors, on vient d'entendre un reportage réalisé au moment du lancement de BFM Grand Lille. On reviendra tout à l'heure sur la stratégie de BFM en région. Mais d'abord, parlons de disons-le, choc des cultures et des techniques. On entend d'une part une journaliste télé classique et de l'autre un journaliste qui semble faire tout seul des tas de choses qui d'ordinaire nécessitent l'intervention de nombreux techniciens. Est-ce que tu peux nous décrire précisément ce qui est différent dans ces chaînes locales, et notamment à BFM Paris, puisque c'est la plus ancienne? Comment on pratique le journaliste télé différemment ? Alors là, si on continue, si on prolonge l'exemple qui a été donné dans le reportage, il y a plusieurs choses. BFM Paris, on est sur une utilisation technique, j'ai envie de dire, relativement classique. C'est-à-dire que dans la régie, quand on fait une matinale comme en ce moment, il y a aujourd'hui 3 techniciens qui sont en régie, un réalisateur, quelqu'un qui s'occupe des synthés, quelqu'un qui s'occupe essentiellement du son. BFM Grand Lille, il n'y a personne en régie, il n'y a pas de technicien en régie. C'est le journaliste aidé par un desker, ou ce que nous on a appelé un assistant, enfin un journaliste éditeur, pardon. En fait, son travail va consister à récupérer tous les reportages, les offs, les sons, les infographies, à les mettre dans une base de données. Et une fois que le journaliste présentateur, Adrien Lannoy, qu'on a entendu dans le reportage, a décidé de la hiérarchie de son journal, il place tous ces éléments dans ce qu'on appelle une playlist en bon français. Et ensuite, son travail va consister, en plus évidemment de la présentation, à appuyer sur un bouton et du coup à dérouler et à envoyer à l'antenne cette playlist. Voilà, ce qui se fait en fait par une régie, une chef d'édition sur BFM Paris, se fait aujourd'hui déjà à Lyon par le journaliste lui-même. C'est quelque chose qu'on connaissait en radio, France Info, avec ses présentateurs à certains moments de la journée, ils sont en autonomie, ils peuvent lancer leur reportage, mais c'est nouveau en télé. Alors, si on est bien précis, en fait, Grand Lille TV, donc, qui est la chaîne avec laquelle on s'est associé, on a acheté une partie du capital de Grand Lille TV, a été à l'initiative de cette technique. Je crois même que c'est Alain Veil, en visitant Grand Lille TV, qui s'est dit, tiens,
Comme souvent, il a un certain talent pour repérer les bonnes idées. Tiens, c'est dit, mais ça, en fait, oui, pourquoi on n'arriverait pas à l'adapter ? En fait, l'idée de départ, elle vient de là. On l'a adaptée différemment à Lyon. Et du coup, l'histoire, mais ça, c'est le hasard, fait qu'on revient à Lille, qu'on s'associe avec Grand Lille TV. Et si je suis bien précis sur la suite de l'histoire, en fait, voilà, là, aujourd'hui, on utilise le système qui était déjà celui de Grand Lille TV, mais on va essayer de l'améliorer, de le retravailler. Et en ce moment, on est en train de construire à Lille un nouveau studio avec un nouveau mode technique pour que ça soit en fait, je vais pas dire plus professionnel, mais mieux bordé techniquement. Voilà. En fait, on va faire exactement à Lille ce qu'on a fait à Lyon, c'est-à-dire un système qui s'appelle Opus, qui est vraiment très très performant techniquement. Aujourd'hui, le système de Lille, il a, à mon sens, quelques défauts, sans rentrer dans la technique, c'est un système hérité de la radio en fait, qui est utilisé en télé, et ce qu'on lui demande à ce système aujourd'hui, c'est-à-dire faire de l'actualité télé très réactualisée, il a du mal à le supporter. Donc ça, on va oublier ce système-là et on va passer dans 2 à 3 mois à un nouveau système. Là, on vient de parler de ce qui se passe en studio, mais il y a aussi des différences dans ce qui se passe en reportage pour les reporters de BFM Paris, Lyon, Lille et Grand Littoral. Alors, la grande différence, c'est que les reporters sont la plupart du temps seuls sur le terrain et qu'ils utilisent ce qu'on a appelé le mojo, c'est-à-dire le journalisme mobile, essentiellement avec des smartphones, en l'occurrence des iPhones. C'est-à-dire qu'ils tournent, ils montent et ils mettent leur voix sur les sujets seuls. Ils font même parfois des duplex seuls. Je tiens à préciser, c'est important que ça dépend aussi évidemment des conditions de sécurité et des conditions de tournage. Ça, c'est un point d'un dialogue qu'on a évidemment toujours avec la rédaction, c'est que, et on l'a vu notamment pendant les grèves, qu'il y a des moments où on ne peut pas être tout seul, et c'est bien normal. Enfin, voilà, le but, c'est pas d'être seul pour être seul, le but, c'est d'être flexible, et quand il faut être 2, voire plus, on est 2, voire plus. Nous, on suit particulièrement ces sujets-là chez samsa.fr sur la vidéo mobile avec les rencontres qu'on organise chaque année. BFM Paris fait aujourd'hui figure de pionnier. C'était pas tout à fait la première chaîne au monde à adopter ces techniques de tournage. Est-ce qu'aujourd'hui vous les avez perfectionnées, vous les avez adaptées, vous êtes passé à un autre niveau, ou est-ce que vous en avez rencontré les limites ? Alors, si on prend bien la chronologie, parce que pour le coup, je la connais bien, c'est RMC, la rédaction d'RMC, qui est d'abord passée au Mojo avant BFM Paris, et BFM Paris a profité de non pas de l'expérience, mais du projet de BFM de RMC, puisque RMC est passé la rédaction d'une rédaction radio classique à une rédaction totalement et à 100% bimédia. Donc ça nous a permis d'avancer plus rapidement, et aujourd'hui, ce modèle-là, il est répliqué, j'ai envie de dire, à Lyon, à Lille, et c'est un modèle qui fonctionne. Alors oui, les kits sont différents, on les a beaucoup travaillés, notamment la qualité du son, ça c'était justement l'expérience de la radio. Ce sont des kits, le matériel de base, il est le même que ce que vous achetez ou ce que je peux acheter. Le journaliste, il part avec quoi ? Il a son smartphone, mais il a quoi d'autre ? Alors il a un smartphone, il a un micro supplémentaire, il a une coque qui vient renforcer le smartphone pour pas l'avoir juste dans la main comme ça. Et puis après, on peut y ajouter un pied, on peut y ajouter un éclairage si on veut, voilà. Voilà. Après, c'est un matériel qui est, je trouve, vraiment excellemment bien fait quand les conditions de tournage sont à l'extérieur, essentiellement, où il y a de la lumière. Voilà, dès qu'il y a de la lumière, franchement, c'est assez bluffant. Et je dirais même si je veux peut-être choquer des JRI professionnels, parfois c'est même meilleur que la caméra quand il y a une belle lumière. Ça n'est pas le cas, à mon sens, quand on est sur des tournages enfermés, où c'est plutôt sombre, notamment les meetings politiques, par exemple, on se rend compte que c'est pas l'outil idéal. Après, on a la chance d'être dans un groupe assez large avec la rédaction de BFM TV qui est juste à côté de la nôtre, et du coup, dans ce genre de cas, voilà, on s'adapte évidemment. Enfin, c'est pas un dogme idiot en se disant on ne fait que du smartphone, on s'adapte aux conditions de tournage. La seule limite, c'est les conditions de tournage, enfin c'est la lumière, ou est-ce qu'il y a d'autres limites ? C'est la lumière et c'est la chaleur ou la froideur. C'est les conditions climatiques. Quand il fait très froid, le smartphone peut se décharger très vite,
où on peut avoir des difficultés à envoyer les images, et exactement la même chose avec la chaleur. C'est-à-dire qu'on a remarqué cet été avec la canicule par exemple que voilà, il y a des moments où le smartphone chauffe beaucoup trop et que c'est compliqué pour tourner et pour envoyer. La principale raison d'avoir lancé BFM Paris en Mojo et de continuer sur les autres, c'est budgétaire. On parle de chaîne low cost. Est-ce que vous reprenez ce terme à votre compte ? Jamais. Alors franchement, jamais. Pour moi, le low cost, c'est faire souvent moins bien ce qu'on peut faire, enfin moins bien. Disons qu'avec beaucoup moins de moyens. Voilà, nous, c'est pas du tout. Enfin, évidemment qu'il y a une part budgétaire, on va pas se cacher la vérité. Évidemment qu'il y a une part budgétaire, mais avant tout, le pari, c'était de se dire voilà, est-ce qu'on peut faire du journalisme, en l'occurrence de la télé, d'information en continu. C'est important, c'est pas de la. Voilà, dans la télé, il y a. Pas du documentaire. Voilà. Avec des moyens différents. Et se poser la question, toute bête, de se dire on fait de la télé aujourd'hui avec des caméras, est-ce qu'on pourrait pas en faire autrement ? Et donc, c'est poser cette question, et puis après, on a adapté le matériel pour faire cette télé-là différemment. Et franchement, quand on voit des reporters sur le terrain, et pour l'avoir été. Tourner, évidemment qu'au départ on se dit et toutes les rédactions les réactions ont été la même en disant mais on va pas tourner avec un téléphone portable. Aujourd'hui à BFM TV par exemple on utilise de plus en plus l'iPhone ou le smartphone. France 3 qui est pas réputé pour être une chaîne où les sans être du tout méprisant où les choses prennent, c'est normal, c'est le service public, ça prend un peu plus de temps, mais France 3 se met au smartphone. Donc voilà, si c'était une mauvaise idée de départ, je pense que tout le monde ne l'utiliserait pas, et je pense qu'à terme ça va vraiment être une suite. Pour moi c'est un complément, en fait ça veut pas du tout dire que ça va remplacer la caméra, mais c'est un complément. On se rend compte dans les tournages que le smartphone est devenu un outil tellement commun et banal de notre vie de tous les jours que ça permet aussi d'être beaucoup moins intrusif, d'être moins impressionnant pour quelqu'un qui se retrouve face à une caméra. Et là, il se retrouve face à un outil qu'il utilise tous les jours. Donc ça aussi, ça change pas mal de choses dans le rapport avec les personnes. Et puis en plus, ça a un autre avantage à mon sens, c'est que le smartphone, on l'a dans la poche. Voilà. Moi, tout à l'heure, je vais vous prendre un exemple. Je suis venu en scooter jusqu'à votre studio. Je suis passé dans une rue et je voyais des agents de la municipalité qui étaient en train d'installer des panneaux électoraux pour les élections. Là, je me suis arrêté, j'ai pris mon smartphone, j'ai filmé et c'est des images qu'on va utiliser. Voilà, c'est tout bête en fait. C'est beaucoup plus pratique, c'est plus immédiat, c'est plus spontané et c'est aussi comme ça qu'on fait de la télé. Pour creuser cette question, qu'est-ce que ça change à la proposition éditoriale ? Qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne trouverait pas dans une chaîne classique? Et question qui va avec ça, est-ce que le direct est plus facile? Est-ce qu'on fait plus de direct? Est-ce qu'on fait du direct dans des endroits et dans des conditions différentes? Très bonne question. On peut faire du direct quasiment partout, à n'importe quel moment. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses quand on veut faire de la télé d'information en continu, de proximité. C'est-à-dire que si je veux, je peux, en sortant de ce studio, installer mon smartphone sur un pied, quoique je peux même l'utiliser qu'à la main et déclencher grâce à une application s'il y a un minimum de 4G dans le coin, et a priori l'histoire montre qu'on va surtout s'orienter vers la 5G, puis après sans doute des moyens de flux encore plus efficaces et faciles. Et donc ça veut dire qu'on peut faire un direct en sortant, je peux faire un direct très facilement dans la rue tout seul avec mon smartphone. Alors ça c'est la possibilité, mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on trouve à l'antenne des directs qu'on ne trouverait pas sur des chaînes classiques? Est-ce qu'on trouve des formats, est-ce qu'on trouve des types de contenus qu'on ne trouverait pas ailleurs parce que justement cette facilité, cette flexibilité, cette proximité est rendue possible? Je vais vous prendre un exemple. Pendant la grève, on a fait, c'était vraiment une volonté de se dire, moi je trouve que les duplex qu'on va appeler prétexte, c'est-à-dire les directs en face d'un endroit devant l'Élysée par exemple, voilà, où on raconte ce qui se passe soi-disant exactement. On n'est pas rentré à l'Élysée, mais on est devant l'Élysée, donc en image ça suppose que voilà, on fait évidemment le lien. Pour moi c'est des duplex prétextes, je les comprends tout à fait, mais voilà, c'est pas trop ma façon de voir la chose. En revanche, pendant la grève, ce qu'on a essayé de faire, c'est des duplex en direct évidemment, mais au plus près des gens qui vivaient cette grève. Et donc on a fait beaucoup de directs, c'était une consigne chaque matin, chaque soir, pour les reporters d'être dans les transports en commun, avec des gens à côté d'eux, parfois seuls, parfois à deux,
Et c'est comme ça qu'on a pu raconter cette grève, non pas devant une station de métro où on a interrogé des gens avant, mais dans la station de métro, et mieux que dans la station, dans la rame, avec des franciliens ou des Il n'y parisiens. a pas trop de réseau dans les rames de métro. Eh bien, trompez-vous, si, on a réussi à faire ça s'améliore. Oui, tout à fait, ça s'améliore et ça nous a permis vraiment de faire... Voilà, notre volonté, c'était de montrer... c'est rien de révolutionnaire là-dedans, que les temps de parcours étaient plus longs, que c'était plus compliqué, enfin, en tout cas de le vérifier. Et donc voilà, on est parti avec des gens, je sais pas, qui étaient à Enghien jusqu'à Saint-Lazare, dans le métro ou dans le RER avec eux, et de faire ce temps de parcours en montrant vraiment, en réel et en direct, comment ça se passait. Voilà. Ça, c'est possible grâce au smartphone. Ça serait possible avec une caméra, avec une live view, etc. Mais ce serait plus compliqué et encore une fois, ce serait plus intrusif et donc forcément, voilà, en plus, les médias sont pas forcément... en odeur de sainteté dans la tête de beaucoup de gens et c'est vrai qu'une caméra dans leur quotidien comme ça un matin à 7h15 c'est pas forcément bienvenu. Un smartphone c'est différent. Samsa.fr accompagne la transformation numérique des médias et des journalistes. Formation, stratégie, organisation, découvrez nos offres sur samsa.fr. Nous travaillons avec les plus grands médias en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs. Est-ce que ça requiert des compétences spécifiques de faire du mojo ? Quel profil de journaliste vous recrutez, vous cherchez ? Vous avez formé peut-être ? On parlait de JRI professionnel juste avant. Alors heureusement, je trouve les écoles on a beaucoup discuté avec la plupart des écoles en leur disant, mais quand je dis discuter, ça date d'il y a 2, 3, 4 ans, en leur disant voilà, nous, notre volonté, c'est de développer ce format-là. Donc si on le développe et qu'on recrute des futurs journalistes, puisque vous les formez, sachez que nous, ça nous intéresse vraiment que vous les formiez à ce type de format. Bon, au début, c'est pas une demande, c'était un dialogue, mais qui n'était pas forcément entendu, ou en tout cas bien compris. Aujourd'hui, toutes les écoles forment leurs étudiants au mojo, que ce soit pour la télé, ou pour le web, ou pour le digital. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un journaliste qui sort d'une école, en général, il est déjà formé. En tout cas, il connaît. Il est sensibilisé. En plus, c'est une génération qui va très vite sur les outils techno. Enfin, c'est assez impressionnant. À la limite, quelqu'un qui n'aurait pas été formé, si nous, on le forme à 100%, en quelques jours, il est possible de savoir bien se servir d'une caméra. Après, c'est l'outil, ça, c'est la technique. Le journaliste, c'est pas que de la technique, bien sûr. Et là, du coup, les compétences sont différentes ? Vous voulez dire qu'un JRI ou qu'un journaliste télé Je pense qu'un JRI de base, avec une belle caméra, voilà, forcément il aura un sens de l'image, en tout cas au début, différent. Mais bon, moi je vois dans les jeunes journalistes, vous posiez la question, en général on recrute plutôt des jeunes journalistes. Ça dépend des gens, mais il y a déjà sans expérience, on peut avoir aussi un sens et une envie un sens de l'image. Un JRI, c'est son métier à 100%, j'ai envie de dire. On l'a dit, BFM Paris, c'est le groupe Next, Altis maintenant, etc. Est-ce que cette expérience-là inspire les autres ? Est-ce que des choses développées pour BFM Paris se retrouvent chez BFM TV ou ailleurs dans le groupe ? Alors, le smartphone, oui, il a été intégré dans les achats de matériel pour toutes les rédactions. On a parlé d'RMC, il ne tourne que au smartphone ou quasiment avec la caméra comme nous. Une petite spécificité, je ne sais pas si elle est toujours en vigueur à RMC, c'est qu'il y a la matinale de RMC Radio qui est diffusée en même temps sur RMC Découverte. Et les reportages radio ont leur pendant vidéo qui est diffusé en même temps. Alors, c'est pas leur pendant, en fait, c'est le même reportage. Oui. Voilà, mais on voit les vidéos du reportage, de l'interview qui a été réalisée, voilà. etc. Le reportage qui, à 7h30, fait l'ouverture du journal dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC Découverte, ce reportage que l'on voit à la télévision, c'est le même que l'on entend à la radio. Donc c'est ça, c'est le principe vraiment à 100% du bimédia. Le même reportage, que ce soit en télé ou en radio. Pour répondre à votre question, toutes les rédactions ont intégré ce système, et je dirais même que dans la façon de se filmer, à BFM Paris, on a des formats, notamment un format qui est, je trouve, une vraie belle réussite d'Ariane Limousin qui s'appelle Paris Découverte, où en fait,
elle se filme avec une perchette dans des lieux parisiens ou franciliens, essentiellement culturels. On y ajoute souvent des images de drones. Et donc, avec cette perchette, elle arrive à nous montrer des endroits et à converser avec quelqu'un qui, en général, fait cette visite. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle enfin, je ne sais pas si on peut lui donner un nom, mais disons que c'est une façon d'écrire le reportage qui est vraiment très différente du reportage classique où vous avez un journaliste qu'on ne voit pas à l'image et qui va interroger des gens, on met sa voix dessus et ça fait un reportage. Là, on la voit systématiquement à l'image, elle s'auto-filme et elle filme avec elle, avec une perchette, ce qui permet souvent de faire des 360 assez jolis et assez dynamiques. Et cette façon de tourner, on sent qu'elle intéresse d'autres rédactions. Et à BFM TV, par exemple, voilà, c'est des formats qui commencent à émerger, ce qui est intéressant et ce qui montre aussi qu'avec un matériel différent, vous posiez la question tout à l'heure, on peut filmer différemment aussi. Donc ça a d'autres avantages que le coût dont on parlait précédemment. On l'entendait dans le petit extrait qu'on a diffusé au tout début, où la journaliste faisait un petit appel du pied à Christophe Delay, qui est un peu la figure de l'ancien ici, en disant je suis pas sûr qu'il saurait s'en servir. Je suis pas sûr que ça lui plairait beaucoup. Quand même, ça fait longtemps que... C'est un journaliste d'expérience. Excellentissime. J'ai une anecdote à propos. Je peux vous couper. Christophe Delay, donc effectivement, il présente la matinale de BFM TV depuis je sais pas combien d'années, mais voilà, depuis un certain nombre d'années. Et il a fait des années à Europe 1 avant, pendant... Très très bon présentateur. Et Christophe, alors c'est marrant parce que quand je travaillais à RMC, quand je dirigeais la rédaction d'RMC, un jour, je le croise dans le couloir et c'est aussi un des principes du groupe où les reportages, quelque chose qu'on fait pour RMC, BFM TV peut tout à fait les récupérer et les diffuser. Enfin voilà, c'est un principe de synergie qui est plutôt assez efficace dans les différentes rédactions. Et Christophe donc me dit, dis donc, on diffuse depuis ce matin les reportages que vous faites aux États-Unis. C'était au moment de Trump, avant l'arrivée de Trump. On avait fait un tour aux États-Unis et il me dit vraiment, c'est vraiment des reportages de qualité. Bravo à tes équipes. Et je lui dis, ouais, t'as vu, franchement, puis t'as vu la qualité de l'image. Il dit, ouais, tu utilises bien la caméra et tout. Je lui dis, non, c'est du smartphone. Et il ne voulait pas me croire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un œil, comme vous le disiez, assez d'expert de la télé aujourd'hui. Donc ça montre aussi que voilà, même des professionnels peuvent se laisser avoir, entre guillemets. Alors c'était la question qui venait, est-ce qu'il y a des résistances ou est-ce que tout ça est pris avec bonhomie, bonne humeur et enthousiasme, ou est-ce que ça frictionne un peu? Il y a eu des résistances, bien sûr, comme toute nouveauté au début, voilà, elle inquiète, elle pose question, ce qui est normal. Aujourd'hui, je pense plus. Franchement, voilà... À partir du moment où quelque chose est efficace et où on voit ce que ça peut apporter, il suffit de constater que oui, c'est un vrai outil. Encore une fois, ça remplace pas la caméra, c'est pour moi un outil qui peut être complémentaire dans certaines rédactions et dans la nôtre qui n'est pas complémentaire mais qui est vraiment l'outil de base, j'ai envie de dire. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait beaucoup de visites dans les locaux de BFM Paris, qu'il y avait beaucoup de rédactions de France, d'ailleurs, qui venaient vous visiter, c'est juste? Il y a des demandes, effectivement, de voir ce modèle, comment ça fonctionne techniquement, en termes d'organisation. Donc oui, ça montre aussi qu'a priori l'idée de départ n'était pas mauvaise, quoi. Ce podcast est coproduit par Jinkyo. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Alors ce matin, par exemple, on avait 3 reporters qui étaient en direct sur BFM Paris, à la fois en covoiturage, dans le métro et sur les routes d'Île-de-France. Mais à ce dispositif, j'ai envie de dire relativement classique, s'ajoute la force, et c'est la synergie des rédactions du groupe RMC, BFM TV et BFM Paris, et j'inclus évidemment BFM Lyon. C'est-à-dire que si on additionne tous nos reporters, ce matin, on a une 30aine de personnes qui sont en Île-de-France capables de raconter des choses. Donc ça fait une force de frappe, je pense, qui est incomparable si on compare avec, si on parle de nos concurrents, par exemple. Les concurrents, les chaînes du câble.
Les chaînes de la TNT, vous voulez dire les chaînes d'infos Toutes les chaînes, je pense qu'il n'y a pas une rédaction ce matin. C'est vous qu'on entend, Philippe Antoine. C'était au mois de décembre dernier. C'était sur Europe 1, au micro de Philippe Vandel, en plein mouvement de grève dans les transports, dans la région parisienne notamment. On comprend en vous écoutant là que vous êtes engagé dans une bataille, cette bataille de l'information locale télévisée. C'est qui aujourd'hui les concurrents face à vous dans cette bataille du local? Il y a France 3, bien sûr, qui est, j'ai envie de dire, l'institution historique de l'information de proximité, de l'information locale. Mais à la fois, je pense que c'est un concurrent, et à la fois, on ne fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que France 3, ça se rapproche. On voit que ça bouge forcément d'un côté ou de l'autre. Voilà. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, ils ont Absolument changé un peu leur dispositif. Absolument. Et puis, avec les locales communes entre France Bleu et France 3, il y a des choses plus un peu différentes qui sont proposées aujourd'hui. Ça bouge vite parce que voilà, le service public est, je trouverais, gagné en réactivité, en rapidité, en efficacité. Par exemple, à Paris, la matinale de Bleu Paris va devenir diffusée sur France 3 Île-de-France à partir de la semaine prochaine. Donc ça montre, et ils ont accéléré le calendrier, donc ça montre, je pense, que c'est devenu un concurrent, notamment au moment des matinales et des moments des tranches d'information incarnées en direct. Pour avoir regardé, et quand je dis France 3, voilà, on parle de l'Île-de-France, mais évidemment c'est au plan national, c'est-à-dire que le développement, je pense, de BFM en région, Paris, Lyon, Lille et le littoral, a fait que France 3, dans le même temps, alors est-ce qu'il y a un rapport? Oui, je pense, a accéléré sa mutation pour re-régionaliser son information et notamment faire des matinales télé, radio. Et là, je pense que l'expérience d'RMC montre que, et on voit bien, pour avoir regardé très attentivement notamment la matinale qui est plutôt réussie, je trouve, à Lille de France 3, voilà, il y a plein de codes qui sont repris, mais c'est normal, chacun regarde ce que fait l'autre et s'inspire, je pense, des bonnes idées. Donc ça, c'est du côté télé, mais est-ce que la presse quotidienne régionale voit votre arrivée sur ce terrain qui était le sien de l'information locale? Est-ce que des radios locales vous voient arriver d'un bon œil? D'un bon œil, ça je ne sais pas. D'un œil alerte et attentif, oui, ça c'est sûr. Disons que oui, forcément, ça vient bouger, ça vient bouleverser même le PAF, comme on dit, local. Parce qu'un journal de presse écrite voit arriver une chaîne de télévision avec le nom de BFM. Donc oui, forcément, ça pose question dans la façon de travailler. C'est un nouveau concurrent. Après, je pense qu'il y a deux façons de l'aborder. Soit de se dire, ce qui est parfois le cas, et heureusement, je trouve, se dire, voilà, c'est bien qu'il y ait un nouvel acteur, c'est bien qu'il y ait la concurrence. Je pense que la réaction de France 3 a été celle-là, c'est de se dire, ok, maintenant, il faut qu'on se bouge davantage, ou en tout cas plus rapidement. Et puis, il y a l'autre réaction qui est de dire, oh là là, blackout, on veut pas en entendre parler, on fait la politique de l'autruche, on les blacklist ou on les boycotte, ce qui est à mon sens une réaction qui est à mon sens pas la bonne réaction, mais bon, elle existe. Quel est le modèle économique des chaînes locales, justement? Donc c'est la publicité, mais est-ce que la tournure que prend le projet de loi sur l'audiovisuel, et notamment au sujet des publicités géolocalisées, ne va pas être un obstacle pour vous? Ça peut l'être, mais c'est sûr que notre modèle, notre modèle de base, c'est un financement par la publicité. Il y a aussi une partie que moi j'ai découverte en travaillant sur les régions de ce qu'on appelle les contrats com, où entre une chaîne et des institutions locales, je pense aux conseils régionaux ou aux départementaux, il peut y avoir aussi des accords où derrière il y a des magazines qui sont produits, mais qui sont plus du tourisme, de mise en valeur de la région, de l'économie, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça peut être aussi une source de financement. Ce qu'on essaye de faire, je pense que notre principal atout, c'est de dire qu'on est indépendant. Voilà.
vraiment, et que du coup on fait notre métier de journaliste sans tenir compte des non pas des pressions, mais des couleurs politiques. On fait notre travail. Je dis ça parce que forcément, quand il y a un financement d'une région ou d'un département, on peut se dire oulala, ils sont achetés, quoi. Non, enfin, si c'était le cas, je pense qu'on perdrait toute crédibilité, et qu'en plus nous on fait de l'information avant tout, et qu'on a aussi une marque, un nom, et que notre principal que notre image elle est essentielle, et on peut pas être autrement que ce qu'on est. Mais sur les chaînes locales, pour revenir à la publicité, sur les chaînes locales, est-ce que vous allez viser la publicité locale ou rester sur la publicité nationale? Parce que ça, ce serait un modèle assez différent finalement. Bien sûr, non, la publicité locale, en fait, à mon sens, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'une marque nationale peut se dire, à terme, quand on aura encore développé le réseau régional au plan national, une marque de voiture peut se dire, tiens, aujourd'hui on fait une promotion pour X ou Y, à Tourcoing, voilà, à Tourcoing notamment, ou à Toulouse, ou à Strasbourg, mais le faire à Paris, à Bordeaux ou au Mans, ça ne nous intéresse pas. Donc ils vont pouvoir vraiment mieux cibler leur campagne à travers ce réseau-là. Donc ça, c'est son plan national. Après, localement, des plus petites entreprises, des PME, des commerçants, pourquoi pas, ça arrive à Lyon notamment, peuvent être intéressés par une chaîne d'information en continu locale où les prix sont pas ceux du national, donc qui sont plus abordables. On vient de faire un petit tour de France là, rapide, en égrénant des noms de villes. Aujourd'hui, BFM, c'est BFM Paris, BFM Lyon, Lille, Grand Littoral. Ça va s'arrêter où? C'est quoi le plan? Et le groupe a pris 50% d'un réseau qui est plutôt implanté dans le sud, qui s'appelle VIA, il y a quelques mois de ça maintenant, qui regroupe, qui possède notamment des télés du côté de Montpellier et dans la région. C'est quoi l'objectif et je sais pas, d'ici 2 ou 3 ans, le périmètre des locales de BFM? L'objectif, c'est de se développer. Le calendrier, on en a un en tête, mais voilà, pour l'instant il n'est pas public, au sens où on va pas dire on va acheter telle chaîne, ou en tout cas s'implanter dans telle région. Disons que les prochains objectifs, c'est effectivement tout le côté sud-ouest. C'est pas une confidence que voilà, il y a Toulouse, il y a Montpellier, il y a Perpignan, il y a Nîmes dans le réseau Via Occitanie. Il pourrait y avoir Strasbourg assez rapidement. Après, on est aussi soumis à une autorisation du CSA, donc ça c'est la première étape. Et puis une fois que cette autorisation, j'espère qu'on l'obtiendra, sera actée, on pourra avancer. L'idée, c'est de se développer pour avoir un maillage national relativement conséquent. Combien ce sera de chaînes, je suis incapable de vous le dire. Mais voilà, l'objectif c'est celui-là. C'est combien de journalistes, une entité locale, une rédaction locale? Alors si on prend Lyon et Lille Littoral c'est particulier parce qu'il y a quand même 2 chaînes, donc ça change. Lyon, nous sommes 18 aujourd'hui, et Lille, on sera une 20aine à terme. Dernière question, qui regarde les chaînes BFM locales aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée de votre audience? Est-ce que c'est une population très âgée comme c'est pour la télé généraliste? Non, justement, là je reviens de Lyon, on a justement présenté les audiences à la rédaction. Lyon, donc on s'est lancé le 3 septembre, on a à peine 6 mois d'existence, on est déjà localement la 6e chaîne, ce qui est, je trouve, en aussi peu de temps, vraiment la preuve qu'il y a un intérêt pour ce type d'information. Et dans la structure, comme on dit chez les marketeurs d'audience, on se rend compte que localement, c'est à peu près le même profil que les gens qui regardent les chaînes d'information en continu, c'est-à-dire des gens un peu plus jeunes que les généralistes. Et là, je trouve la très bonne nouvelle sur Lyon, c'est qu'on avait sur les 15-34 ans une très forte proportion de jeunes téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous regardaient. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais qui vous regardent où?
Sur la TNT qui vous regarde où, Alors, je veux dire, qui les nous jeunes regardent soit sur la TNT, comment soit sur les box, Soit sur les box. soit même. sur l'appli. Alors, c'était pas dans l'étude médiamétrique qui avait été faite, mais soit évidemment Dans aussi l'appli, sur les applis, sur le digital où l'application est relativement bien faite. Elle est très simple d'utilisation. On peut regarder la télé 24h/24 juste en appuyant sur une petite application. Voilà. Merci Philippe-Antoine Merci à d'avoir vous. été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. en partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. À la technique, Raphaël Belon. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble.